Pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de faire un petit jeu que j'aime bien faire souvent, mais je vais le refaire avec vous. Pour se dégourdir un petit peu, je vais vous proposer de vous croiser les bras. Avec mon micro, moi, j'ai un peu une difficulté supplémentaire, mais voilà. Alors, vous croisez les bras et regardez où sont vos doigts, les doigts du dessus, quoi. Est-ce que c'est à droite ou à gauche, quoi. Voilà. Ok, vous pouvez vous relâcher. Allez, on se recroise les bras. Hop, c'est reparti. Alors, est-ce que c'est du même côté? Ouais, bon, en général, c'est souvent du même côté. Alors, vous pouvez vous relâcher. Et maintenant, on va se croiser les bras de l'autre côté. Alors, moi, c'est plus compliqué, mais... Ça y est, tout le monde y est arrivé? Ouais, c'est bon. Je vais me mettre là pour pouvoir voir tout le monde. Oui, ok, c'est bon. Ok, alors vous pouvez vous relâcher. Alors, pourquoi je vous fais faire ça? En fait, c'est pour vous dire deux choses. La première chose, ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Ce sont nos habitudes qui construisent les crises. On fait beaucoup de choses de façon réflexe sans réfléchir. On confond réflexe et réflexion. Donc voilà, on fait des choses comme ça. Et donc ça construit les crises. La deuxième chose, c'est que on peut changer, mais ça demande un peu de temps et un peu d'effort. Voilà. Donc c'est juste pour rentrer dans le sujet. Alors, du coup, allons-y. Explorons ce monde en crise et essayons de le faire dérailler, quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors, je commence avec ce tableau du douanier Rousseau qui s'appelle Joyeux farceur. En fait, c'est un tableau qui, pour moi, symbolise un peu l'approche qu'on peut avoir du vivant quand on est un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on voit quelque chose de très divers, très foisonnant, avec des couleurs, tout ça, des surprises. Donc voilà, ça c'est le vivant de l'enfant intérieur, on va dire. Et puis assez rapidement, quand on est adulte, on se rend compte qu'on a bien tout rangé, quoi, hein. Voilà, alors c'est bien tout rationalisé, bien tout organisé. Et en fait, voilà, c'est dans les champs, hein, mais en fait, assez rapidement, on se pose cette question-là. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde optimisé? Ou si vous voulez, la valeur de performance, c'est ça qui devient le cœur nucléaire de tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, quoi. Alors juste pour être clair sur les définitions, hein, j'aime bien être clair sur les définitions, la performance, je vais la définir, je prends la définition du contrôleur de gestion, hein, donc c'est assez aride, c'est la somme, la performance, hein, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et bien ça, je vais essayer de vous montrer, mais je pense que vous le savez déjà, que c'est ça qui domine. On est dans un culte de la performance. Alors, vous avez vu les champs. Là, je prends l'exemple du biomimétisme. Alors, vous allez me dire, là, c'est un peu... je tire la corde. Vous savez, c'est le fameux Shinkansen, hein, c'est le TGV japonais. Donc, on compare souvent avec le bec du martin pêcheur. Et en effet, il y a des ingénieurs qui ont fait la comparaison. Alors là, vous voyez, on appelle ça du biomimétisme, alors qu'en fait, c'est du technomimétisme. En fait, on a plaqué de l'industrie sur du vivant. Et on a plaqué de la performance sur le vivant. Bon, ça dit beaucoup de notre obsession pour la performance. Ça ne dit pas grand-chose du martin pêcheur, hein. Enfin, donc là, bon, c'est une première entrée. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, hein. L'agriculture intensive, donc là c'est un élevage industriel de poules, l'urbanisme, là où vous étiez en Belgique, ça c'est Bruxelles, enfin c'est un plan prospectif pour Bruxelles. Donc dans l'urbanisme, dans l'architecture, hein, il y a de la performance à tous les tournants, littéralement, hein, voilà, pour les maisons, pour les habitants, pour les véhicules. Donc voilà, la performance est partout. Et puis il y a aussi cette idée que dans la vie de tous les jours, alors là c'est le métro, je pense que ça doit être à New York, j'imagine, mais enfin bon, dans le métro, dans les transports en commun, même au restaurant parfois, on voit des gens qui sont devant leur téléphone portable. Donc c'est-à-dire que le moment d'ennui n'est plus permis en fait. Il faut tout le temps qu'on soit performant, qu'on fasse des choses, quoi, efficaces, efficients, en permanence, quoi. Donc voilà, on est dans ce monde de la performance. Donc déjà on se rend quand même que ça frotte un petit peu là, il y a quelque chose qui cloche un peu. Et puis alors il y a aussi sur l'intelligence artificielle, hein, qui est un petit peu la poursuite de cette quête de performance, ça commence à frotter un petit peu. Alors, il y a cet effet-là, je ne sais pas si vous connaissez, l'effet s'endormir derrière le volant. Alors, l'effet s'endormir derrière le volant, ça, c'est quand on se rend compte en fait, que quand on développe des intelligences artificielles très performantes, on a tendance à leur faire de plus en plus confiance. Et du coup, on laisse passer des grosses erreurs, quoi. On manque de vigilance. Et donc, les intelligences artificielles qui fonctionnent le mieux, ce sont celles qui ne sont pas très performantes. Parce que du coup, l'humain repasse derrière, quoi, et est plus vigilant.
Alors ça, j'aimerais bien que Sam Altman, le patron d'OpenAI, entende ça, parce que là, il est en train de dépenser des milliards, des milliers de milliards pour augmenter la performance des IA, alors qu'en fait, là, il y a des preuves scientifiques qui montrent que ça ne marche pas, en fait. Bon, donc on sent bien que là, il y a des soucis quand même sur cette histoire de performance. Et puis alors après, bon, là, il y a des indicateurs pathologiques de la performance. Donc c'est évidemment le burn-out. Alors je prends cette citation qui était dans un article du Monde. J'avais poussé la porte de son cabinet pour avoir des somnifères dans l'espoir de retrouver le sommeil et de continuer à fonctionner au boulot. 27 ans, hein, Robin. Donc là, vous voyez, le truc, c'est qu'en fait, non seulement on commence à trouver des béquilles chimiques pour continuer à travailler, mais en plus, dans la sémantique, dans les mots qu'on utilise, on fonctionne. Donc on s'est transformé en machine. Hein. Donc là, c'est vraiment la performance qui colonise les esprits, quoi. Et puis bon, alors après, quand on va jusqu'au bout, bon, bah là, il faut suivre notre gourou à tous, hein, Elon Musk, qui nous dit « La clé est que nous devons faire fonctionner le projet sur Mars ». Alors, donc Mars, c'est une planète morte. Hein. C'est pas un scoop, hein, donc tout le monde est bien au courant. Voilà, c'est une planète morte. Donc, quel est l'objectif ? C'est de mourir, hein, c'est d'aller mourir. Hein. Donc, il faut quand même se demander où nous amène la performance. Hein. Donc, du coup, moi, je vous propose, plutôt que d'aller sur Mars, plutôt d'atterrir finalement. Voilà. Regardons qu'est-ce qu'il y a autour de nous, quoi. Si on observe, voilà, tout bêtement. Si on observe sur Terre, qu'est-ce qu'on trouve, quoi. Et en fait, ce soir-là, je vais vous proposer un petit chemin en 4 étapes pour dérailler de ce culte de la performance et peut-être atterrir ailleurs. Enfin, ailleurs, en fait, c'est sur Terre. Alors, eh bien, allons-y. La première étape, c'est une critique de la performance. En fait, on ne peut pas habiter le monde qui vient sans critiquer la performance. Si vous voyez des projets de développement durable, des projets de croissance verte, tout ça, tous ces projets où le mot performance, le mot optimisé est écrit dessus, en fait, là, ce que je voudrais, c'est que vous ayez une alerte qui s'allume, parce que ça, c'est le monde d'avant. Alors, allons-y. Je vais quand même vous donner des arguments scientifiques. Alors, moi, je suis scientifique, hein, donc tout ce que je vous donne, c'est du consensus scientifique, c'est du fait scientifique. Hein. Mais je vais vous donner 4 arguments systémiques, si vous voulez, qui expliquent pourquoi la performance, en tout cas l'excès de performance, ça ne marche pas. Alors, le premier argument, ça tient en 2 mots. Optimiser fragilise. Optimiser fragilise. Donc, dès que vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise. Alors là, j'ai pris un exemple un peu caricatural. Hein, donc là, on sort de Roland-Garros. Donc là, voilà, mettre des balles de tennis dans un tube. Alors, il y a une façon de mettre plus de balles de tennis dans un tube, hein, c'est de les couper en 2 et de les empiler. Donc là, on a optimisé le nombre de balles, enfin on a augmenté la performance, hein, finalement, on a mis plus de balles dans son tube. Donc là, vous allez me dire, bon, là quand même, c'est un peu gros, là, parce que oui, ça marche quand même moins bien, hein, le tennis, avec des demi-balles de tennis. Alors, il faut bien se poser la question, en fait. Hein, est-ce que c'est pas ça qu'on fait actuellement, dans notre culte de la performance ? Alors, si je pose la question, c'est que oui, en fait, c'est exactement ça qu'on fait. Hein. Alors, allons-y. Ici, là, je vous présente des plantations de bois, en fait. Hein. Ça, c'est dans l'ouest français. Donc là, en fait, on plante des arbres alignés. Alors, en effet, c'est beaucoup plus performant, hein, parce que là, pour la récolte, voilà, tout ça, c'est plus performant. Mais par contre, ça, ce sont des autoroutes pour le feu et ce sont des autoroutes pour les pathogènes. Donc, c'est exactement comme les balles de tennis dans le tube. Hein. C'est pareil. Hein. On a juste vu une partie du problème, on a complètement oublié tout le reste, quoi. Un autre exemple d'optimisation qui fragilise, c'est la mondialisation, globalement. Donc là, vous voyez une photo du port d'Anvers. C'est aussi tiré d'un article du Monde. Ça, ce sont des voitures électriques chinoises vendues 30% moins cher que les voitures européennes et qui sont en train de s'empiler dans le port d'Anvers et qui sont en train de fragiliser toute une filière. Bon, voilà, c'est une optimisation qui fragilise. Un autre genre d'optimisation qui fragilise, ce sont les réseaux sociaux. Hein, c'est aussi une forte performance. On diffuse des opinions sans filtre immédiatement. Et qu'est-ce que ça crée ? Ça crée de la performance. En fait, ça crée de la dérive sectaire, quoi. La dérive sectaire, c'est un peu l'optimum. Hein. C'est vraiment, voilà, tout le monde est d'accord avec tout le monde. Ça va très vite. On n'a pas besoin de se parler parce que tout le monde sait ce que l'autre pense. Donc, c'est hyper performant. Mais ça donne ça, quoi. Donc, ça va. Optimiser fragilise. Donc ça, c'est le premier argument. Vous voyez, c'est très transversal. Hein. Ça va un peu partout. Un deuxième argument, c'est l'effet rebond.
Alors l'effet rebond, donc c'est mon exemple favori des frigos. Les frigos, dans les années 60, consommaient beaucoup d'énergie. C'était très énergivore. Et donc, on a fait des progrès. En fait, ils sont de moins en moins énergivores. Ils sont plus efficients énergétiquement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils coûtent moins cher. Ils sont plus attractifs. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les multiplie, on les fait grossir, on les connecte. C'est les frigos connectés. On fait des caves à vin. Et voilà. Et ben maintenant, la population mondiale de frigos consomme plus d'énergie. Alors ça, c'est très vicieux, parce qu'on a l'impression de faire de la sobriété, alors qu'en fait, on fait de l'ébriété. Et c'est assez terrible, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que ça va dans la bonne direction. On a mis la sobriété d'abord. Donc oui, la sobriété, c'est un très très bel objectif. C'est pas nécessairement une très bonne stratégie, parce que ça peut donner ça. Donc c'est vrai pour les frigos, c'est vrai pour le charbon. Vous savez qu'on n'a jamais tant brûlé de charbon qu'en 2023. Ça n'arrête pas. On brûle du charbon, le pétrole c'est pareil, les ampoules, tout ça, les écrans plats, je peux vous en lister plein. La lessive concentrée, voilà, tout ça, c'est des effets rebonds partout. Et alors ce qui est assez étonnant avec les effets rebonds, c'est qu'après il y a des effets rebonds sur les effets rebonds. Donc par exemple, le kérosène qui coûte moins cher, les avions qui consomment moins de kérosène, et bien évidemment ça multiplie le nombre d'avions. Et quand on multiplie le nombre d'avions, c'est plus attractif, on peut voyager plus loin, plus vite, moins cher. Qu'est-ce que ça fait? Du surtourisme. Bon, le surtourisme, c'est un autre effet rebond. Et donc là, c'est l'Everest. Juste pour, bon, c'est pas tous les jours comme ça. C'est une vraie photo. C'était paru dans le Guardian. Voilà. Bon, mais ça, c'est un effet rebond de notre performance qui devient vraiment contre-productif. C'est-à-dire que maintenant, le surtourisme fait fuir les touristes. Oui, bon. Donc ça, c'est la performance, voilà, contre-productive. Donc, deuxième argument, l'effet rebond. Troisième argument, la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Alors ça veut dire que dès qu'on met un indicateur de performance quelque part, ça va devenir toxique. Alors c'est vraiment, là aussi, hyper transversal. Alors évidemment, on va voir les JO bientôt, donc c'est assez pratique. Alors, les Jeux Olympiques, le sport de compétition en général, si on veut vraiment atteindre la meilleure performance, on peut être tenté par faire du dopage, par se doper, quoi. Donc là, la logique, il faut bien la voir, c'est-à-dire que vous êtes un sportif de compétition, votre outil de travail, c'est votre corps, et vous allez vous intoxiquer pour atteindre la meilleure performance. Bon, c'est vraiment contre-productif. Et donc là, je mets l'exemple des jeux augmentés, parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on est en train de développer, ça va sortir bientôt, les jeux augmentés. Alors les jeux augmentés, c'est des jeux sportifs, des jeux du sport de compétition où on va autoriser le dopage. Donc c'est les jeux du cirque. On va aller voir les sportifs se tuer dans les stades. C'est vraiment assez incroyable. Donc voilà. Donc ça c'est la loi de Goodhart flamboyante. Alors il y a plein d'autres exemples. Je suis sûr qu'il y a des étudiants ou des anciens étudiants dans la salle. Le bachotage avant les examens, c'est de la loi de Goodhart aussi. On va bachoter, donc on va apprendre plein de trucs en très peu de temps. On va passer l'examen et le lendemain on a tout oublié. Bon, ça, c'est de la loi de Goodhart. Alors, il y en a d'autres. Et donc là, j'en profite pour faire de la pub, si on veut, pour cette magnifique machine qui vient de sortir en Islande, qui fait de la capture directe du CO2. Alors, c'est des grands ventilateurs qui absorbent l'air et qui font du charbon. Et avec ça, on pense qu'on va réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Alors vraiment, un enfant de 5 ans comprendrait que ça n'a vraiment aucun sens. Pour plein de raisons. Déjà que voilà, c'est tout à fait epsilonesque par rapport à tout le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Mais surtout, c'est une excuse pour continuer à émettre du CO2 finalement. Et puis le CO2 dans l'atmosphère, c'est pas qu'il y a un problème de CO2 dans l'atmosphère, mais c'est le symptôme. C'est pas la cause. Donc là, on est en train de donner de l'aspirine à quelqu'un qui a un cancer. Ça n'a vraiment aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, si, ça a du sens financier, parce qu'évidemment, quand on est une entreprise, on peut dire qu'on a compensé son carbone en envoyant de l'argent à cette boîte-là. Donc, vous voyez, vraiment, c'est le monde de la performance vraiment toxique, quoi. Alors, le quatrième argument, il est encore plus systémique, si on veut, c'est celui-là. En fait, c'est de dire que quand on fait de la performance, en fait, la performance, elle est toujours relative. On est toujours plus ou moins efficace, plus ou moins efficient que quelqu'un d'autre. Donc, quand on met le compas sur la performance, en fait, on met le compas sur la compétition. Et dans une compétition, qui gagne? Ce sont toujours les plus violents, par définition.
Donc quand on met le compas sur la performance, on met aussi le compas sur la violence. Je peux vous citer un certain Emmanuel M qui a parlé d'efficacité pendant des années et qui maintenant parle de réarmement. Bon, ben voilà, c'est devenu du domaine public, ce que je vous raconte là, quoi. Donc on est vraiment dans ce monde-là, quoi. Alors du coup, cette violence, contre qui s'exerce-t-elle? Alors c'est assez simple, elle est multiforme, il y a plusieurs cibles de cette performance, de cette violence, mais il y a notamment, alors ça c'est une photo que j'ai trouvée dans un musée d'art contemporain. En gros, là vous voyez les deux troncs là, et il y a marqué pour la nature, c'est tous les jours le 11 septembre. Parce qu'en fait, notre performance a un coût. Notre performance a un coût. Et ce coût, en fait, il est payé par les écosystèmes. Notamment, c'est pas que ça, mais les écosystèmes, il y a aussi un aspect social, c'est une crise socio-écologique, mais les écosystèmes payent l'addition de notre performance. Alors du coup, il y a plusieurs sujets. Là, j'en ai mis que 3. Donc voilà, crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution globale. Faudrait rajouter les pénuries de ressources aussi. Voilà. Donc ça, c'est le produit de notre performance. Alors, 2 choses. Je ne vais pas vous faire un bilan socio-écologique, je pense que vous êtes déjà bien au courant, on en parle beaucoup, mais je voudrais quand même faire sortir 2 points saillants de tous ces rapports scientifiques qui travaillent sur tous ces sujets-là. La première chose, c'est que quand on fait le tour des rapports scientifiques, des médias, etc., ce qui sort beaucoup, c'est le climat. Dans les médias, on parle beaucoup de climat et à la limite même, on ne parle plus que de CO2. Voilà, on a réduit toute la complexité socio-écologique à une molécule, le CO2. Alors, quand on fait ça, le problème, c'est que du coup, on a tendance à trouver des solutions contre la crise climatique. Alors, les solutions qu'on développe contre la crise climatique, en général, elles aggravent la pénurie de ressources, elles aggravent l'effondrement de la biodiversité et elles aggravent les pollutions globales. C'est de nouveau, on est en train de soigner le symptôme et pas la cause. Donc ce n'est pas le bon levier. Encore une fois, il y a un sujet, il y a une crise climatique, c'est du sérieux, mais ce n'est pas le bon levier. Alors on peut changer d'optique, et si on commençait par la biodiversité? Quand on commence par la biodiversité, quand on commence à remettre de la biodiversité dans les territoires, dans l'agriculture, dans les villes, enfin un peu partout, en général, c'est positif pour l'effondrement, pour la pénurie de ressources, c'est positif pour la crise climatique et c'est positif pour les pollutions globales. Et en plus, ça ne coûte rien, parce qu'il faut juste semer des graines. Et en plus, on peut le faire à toutes les échelles. On peut le faire sur son balcon, sur 1 mètre carré, sur 1 kilomètre carré. Ça peut se faire partout. Donc de très loin, c'est le levier le plus systémique. Notre performance fait une guerre à la vie. Là, on est à la cause. Là. Et en fait, c'est plutôt ça qu'il faut gérer. Donc c'est la première chose, la biodiversité d'abord. Et la deuxième chose, c'est le mot en rouge là-haut, c'est le mot fluctuant. Annelise l'a déjà prononcé. On est dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est aussi ce que prédisent les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, de la CIA, du Forum économique mondial. C'est très, très transversal, ça aussi. On rentre dans un monde qui devient très variable. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. C'est ça qui se passe. On est en train de quitter le néolithique. Le néolithique, ça fait 10 000 ans. C'est quand on invente l'agriculture, la domestication, la sédentarisation. Et en fait, là, on voulait contrôler la nature. C'est ça, finalement. La révolution néolithique, c'est le moment où les humains veulent contrôler la nature. Ils ne sont plus nomades, quoi. Ils s'installent et ils contrôlent leur environnement direct. Eh bien, aujourd'hui, on voit que notre excès de contrôle nous fait perdre le contrôle. Et donc maintenant, il va falloir vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Enfin, si je vous le dis plus brutalement, il est trop tard pour espérer faire baisser le niveau de fluctuation. Ça va tanguer très fort. En fait, on va dire que ça tangue déjà très fort. Les méga-feux, les méga-inondations, les remous sociaux, les crises politiques, les crises géopolitiques, on y est, quoi. On est rentré dedans. Alors juste pour vous l'illustrer, quand même, pour qu'il y ait une image de ce monde fluctuant, là, je vous montre une photo avec un rocher dont on sait qu'il a été déplacé par une tempête maritime il y a 120 000 ans. Et il y a 120 000 ans, c'est la dernière fois qu'il a fait plus de degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Donc c'est une tempête maritime extrêmement violente. 1000 tonnes. Aujourd'hui, les plus grandes tempêtes déplacent des objets de 100 tonnes. Il y a un facteur 10. Donc ça veut dire qu'à plus de degrés, je ne vous parle pas de plus 3, c'est juste plus 2, on a des tempêtes qui sont très violentes. Donc en fait, en tout cas, c'est la prédiction sur la base de la géologie, quoi. Donc ça veut dire que le monde fluctuant qui vient, il est imprévisible, mais il est aussi impensable.
Il n'y a aucun humain qui nous a laissé une trace de ce à quoi ça ressemblait, quoi. Donc il va falloir se préparer à des fluctuations très fortes. Et ça, c'est les scientifiques qui le disent. Si on prend au sérieux les rapports scientifiques, c'est la première chose à prendre. Ce n'est pas la quantité de mercure dans les ours polaires qu'il faut retenir, ou les gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est ça. On rentre dans le monde de l'écart-type. Et alors, évidemment, sur la biodiversité, alors les artistes s'en emparent, beaucoup de ça. Donc ça, c'est par exemple Britta Jansky qui récupère des animaux qui ont été braconnés, empaillés, et puis après saisis à la douane. Donc elle les réorganise un petit peu. Donc vous voyez, bon, c'est pour susciter le questionnement. En fait, il y a un énorme sujet là-dessus. Donc sur la biodiversité, alors j'insiste un tout petit peu sur la biodiversité parce que c'est souvent le parent pauvre par rapport au climat, enfin tout ça, parce que c'est plus indirect. Parce que la biodiversité, on a un peu l'impression que quand on s'intéresse à la biodiversité, en fait, on veut juste garder des zoos et des jardins botaniques, quoi. C'est un peu ça. Voir de la diversité, c'est joli, tout ça. Alors non, c'est très, très, très fonctionnel, la biodiversité. En fait, il y a un truc à ajouter pour comprendre pourquoi la biodiversité, c'est si important. Alors, c'est un mot qui n'est pas très heureux, mais on parle de service écosystémique. Service écosystémique, c'est quoi? En fait, c'est tout ce qui permet aux écosystèmes et aux civilisations de fonctionner. Donc, c'est ce que nous offrent les écosystèmes gratuitement. C'est des aliments, c'est des biomatériaux, c'est de la médecine, mais c'est aussi des services. Les capacités à filtrer l'eau, les capacités à filtrer l'air, les capacités à régénérer les sols, à décomposer les déchets. Tout ça, c'est fourni par un haut niveau de biodiversité. Et le mot important, c'est haut. Il faut qu'il y ait beaucoup de biodiversité pour que ça marche. Quand on perd en biodiversité, on perd des services écosystémiques. Et donc, juste pour vous donner un exemple, un peu comme le rocher de Milton, voilà, c'est l'équivalent en biodiversité. Donc ça, c'est le Sichuan en Chine. Donc c'est des vergers intensifs, mais il y a de moins en moins d'insectes. Vous savez qu'en Europe, on a perdu 80% des insectes en masse en 30 ans. En 30 ans. Les dinosaures, ils ont mis 33 000 ans à disparaître. Une météorite, 33 000 ans. Nous, les humains, 30 ans, et ça, c'est pas du tout la même dynamique, quoi. On va très très vite. Et donc là, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils engagent des ouvriers agricoles avec des petits plumeaux qui vont polliniser les vergers, une fleur par une fleur, quoi. Donc là, on est quand même, on arrive un peu au bout d'un système, quoi. Donc ça, c'est quand même la critique principale de la performance, c'est que notre performance est en train de menacer l'habitabilité de l'humanité sur Terre. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a imaginé pour la suite, pour répondre à ces grands enjeux? Et alors, vous voyez, le truc, quoi, en fait, on est complètement addict. C'est que la performance détruit tout sur son passage, et les solutions auxquelles on pense, c'est encore des solutions de la performance. Bon, ça, c'est une dérive sectaire. Il n'y a pas d'autre mot. C'est qu'en fait, quand ça ne marche pas et qu'on continue là-dedans, c'est de l'obstination. C'est vraiment de la folie au sens pathologique, quoi. Donc voilà, la géo-ingénierie, l'agriculture de précision. Alors peut-être juste sur l'agriculture de précision, parce que souvent c'est présenté comme quelque chose d'écolo. Alors toujours pareil, il y a des niches où ça peut se justifier, l'agriculture de précision. Mais l'agriculture de précision, c'est rendre le champ homogène, parce que l'on va mettre des nitrates exactement dans les mètres carrés où il y a besoin de rajouter du nitrate, des pesticides uniquement là où il en faut. Donc on se dit c'est de la sobriété, ça. Mais non, ça, oui, c'est de la sobriété en termes d'engrais, mais ça maintient la monoculture. C'est grâce à l'agriculture de précision qu'on va pouvoir maintenir la monoculture et donc continuer sur une voie de désertification des sols, quoi. Et puis bon, ça ajoute une aliénation supplémentaire aux paysans qui étaient déjà dépendants du pétrole, de l'industrie des semences, des engrais, des pesticides. Et on rajoute du numérique. Allons-y, quoi. Donc très fragile, quoi. Bon, je passe sur les détails, mais vous voyez, enfin, je pense que vous le voyez bien. Le technosolutionnisme, ça en fait partie. C'est toujours du technosolutionnisme performant. Donc, il va falloir dérailler. Alors, déraillons avec Albert Einstein. Enfin, bon, c'est toujours pareil, c'est toujours ce que je dis, on ne sait jamais trop bien ce qu'il a dit, en fait. On le dit toujours que c'est Einstein, mais en fait, est-ce que vraiment il a dit ça? Ça serait quand même bien de vérifier un jour. Mais alors, bon, disons que c'est lui. Alors, et qu'est-ce qu'il dit? On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qu'il a créée. Ça veut dire qu'en fait, si on identifie le nœud du problème comme étant cette obsession pour la performance, ça dégrade notre environnement, ça dégrade notre trajectoire future. Il est peu probable que la performance soit aussi la solution. C'est aussi basique que ça, quoi. Peut-être qu'il faut trouver autre chose. Peut-être qu'il va falloir dérailler de ce monde de la performance. Eh bien, allons-y, c'est la deuxième étape. On va s'inspirer des êtres vivants. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, si on prend tous ces rapports scientifiques qui nous disent, la première chose, la première question à se poser au XXIe siècle, c'est comment habiter un monde fluctuant. Toutes les autres questions sont secondaires.
parce qu'en fait, c'est la première, c'est le primat des questions. Comment habiter dans un monde qui devient de plus en plus variable? Alors, très grande question, mais en fait, la réponse, on l'a sous les yeux. Les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Donc, il faut peut-être juste regarder comment font les êtres vivants et est-ce qu'ils nous disent quelque chose, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des recettes à apprendre des êtres vivants pour habiter ce monde fluctuant? Et bien du coup, c'est ça. La deuxième étape, ce sont les nouveaux récits du vivant. Et là, c'est pareil, je parle de nouveaux récits parce que le monde de la biologie, c'est aussi drogué à la performance, bien sûr. Nous aussi, les biologistes, on a fait de la performance en roue libre pendant des années. Et depuis 20-30 ans, on commence à avoir des approches beaucoup plus intégrées où on commence à révéler des nouveaux récits du vivant qui font nettement plus sens. Et du coup, alors, allons-y, je vais vous présenter un peu les deux aspects. Alors, la version la plus caricaturale, en fait, c'est replongez-vous dans les documentaires animaliers des années 80. Ça ressemble à ça. C'est voilà, des proies, des prédateurs, c'était sanguignolant. C'est un peu des films d'horreur là où voilà, c'est vraiment le truc horrible, quoi. Et donc ça donnait un peu l'impression que le monde vivant, c'était vraiment un monde horrible de compétition, de violence, voilà, de performance finalement. Bon, alors quand maintenant on commence à analyser les écosystèmes en intégrant toutes les interactions dans un écosystème, en prenant le temps, les 24 heures de la journée, tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve en fait que c'est la coopération qui domine dans les écosystèmes. Les océans, notamment, il y a des réseaux d'interaction avec toutes les espèces qui sont dans un océan, enfin toutes les espèces, la plupart des espèces. On montre qu'il y a nettement plus de coopération que de compétition. Et puis même si on revisite la lionne, là, par exemple, qui se chope une proie, une lionne, elle rate 95% du temps. Et en plus, elle dort beaucoup. Les lionnes dorment énormément. Donc en fait, et puis elles se prennent soin de leurs petits. Enfin, en gros, dans une journée, il y avait finalement peu de moments où on voit ça, quoi. C'est la partie spectaculaire, quoi. La partie performante qui est spectaculaire, mais tout le reste, c'est autre chose, quoi. Donc là, voilà, beaucoup de coopération dans le vivant, et c'est ça qui domine dans les écosystèmes. Donc ça, c'est vraiment depuis 20-30 ans qu'on a des outils pour vraiment le démontrer scientifiquement, quoi, avec des quantifications. Une autre chose, c'est Darwin. Darwin, on l'a beaucoup utilisé pour justifier la compétition, le modèle néolibéral, ultralibéral, voilà, la survie du plus adapté, tout ça. Alors, oui, il y a toujours cette idée que l'évolution, c'est une forme de perfectionnement. Alors, vraiment, ça aussi, je vous invite à lire Darwin. Lisez la première édition de l'origine des espèces, 1859. Lisez pas les suivantes, parce qu'après, il s'est fait avoir, lui-même, par le darwinisme social. Mais la première édition de l'origine des espèces, dans le texte, il y a la survie des plus adaptés, mais il y a aussi tout le reste. Et tout le reste, c'est quoi? Eh ben, c'est cette obsession que Darwin avait pour les organes rudimentaires. Alors, les organes rudimentaires, là, vous voyez, je prends l'exemple du pouce, le 1. Là, le 1, c'est le pouce préhenseur, donc un peu notre organe de la main qui est le plus important, c'est celui-là. Et que si vous remontez dans l'histoire du pouce, vous voyez, dans le ptérodactyle, c'est un os qui ne sert à rien, grosso modo. Il est dans l'aile. Voilà. Même les oiseaux, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, en fait, il y a plein d'organes comme ça qui ne servent à rien. Alors, si je regarde un corps humain, regardez votre corps, vous avez plein d'organes rudimentaires sur vous. Dernier orteil, les dents de sagesse, l'appendice, les muscles derrière les oreilles, là, tout ça, ça sert à rien. Enfin, si vous en parlez des biologistes, ils vont avoir vraiment beaucoup de mal à trouver une fonction, tout ça. Donc en fait, ça sert à rien, mais c'est justement, pour Darwin, c'est le laboratoire. Parce que justement, parce que ça ne sert à rien, ça va dévier, quoi. Et c'est ça qui va permettre à l'évolution d'évoluer, quoi. Donc en fait, quand on lit bien Darwin, en fait, on insiste plutôt sur la survie du plus adaptable. Et ça change pas mal de choses. Vous voyez la différence entre adaptation et adaptabilité. L'adaptation, c'est s'enferrer dans une autre voie étroite. L'adaptabilité, c'est diversifier, expérimenter, explorer, quoi. Très différent. C'est le contraire, quasiment. Donc Darwin revisité, c'est quand même nettement plus rafraîchissant, quoi. Et puis un petit dernier exemple, c'est l'idée que le vivant serait économe, serait sobre, c'est un bijou d'optimisation.
Et ben alors, allons-y. Est-ce que vraiment c'est vrai ça? Alors, la chaîne alimentaire, hein, qui est quand même un peu là où on peut faire des bilans énergétiques. Donc, le soleil, hein, c'est ça c'est notre source d'énergie. Pour la plupart, 99,99% des écosystèmes, c'est le soleil hein, qui fournit l'énergie directement ou indirectement. Alors, ce soleil, il fournit d'ailleurs pas grand-chose. Hein, c'est 340 watts par mètre carré, hein, le soleil. Hein. Donc, c'est 3 ampoules de 100 watts d'ancienne génération là, sur 1 mètre carré. Hein. Vous voyez, c'est pas non plus, faut pas trop fantasmer sur l'énergie solaire hein, non plus. Mais bon, c'est de l'énergie. Alors, que prennent les plantes hein, de cette énergie solaire? 1%. 1% de l'énergie solaire. Les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Alors, vraiment, il faut arrêter avec cette histoire du vivant qui est sobre et économe. Hein. C'est pas du tout sobre, hein. C'est pas du tout économe, hein. Clairement. Hein. Il y a énormément de pertes. Hein. Les plantes, ensuite, elles se font manger par des herbivores. Hein. Les herbivores, eh ben, ils gâchent 90% de la valeur calorique des plantes. Les carnivores qui mangent des herbivores rebelotent 90% de pertes. Donc en fait, la chaîne alimentaire, c'est un carnage de ressources. C'est pas du tout optimisé, quoi. Donc voilà. Alors, donc là, on se rend bien compte quand même qu'il y a autre chose, quoi. Dans le vivant, c'est clairement pas la performance qui domine, quoi. Alors du coup, je vais vous le montrer en une diapo. En fait, quand on fait une analyse systémique du vivant et qu'on analyse les réseaux moléculaires, les réseaux de neurones, les réseaux physiologiques, les réseaux des écosystèmes, donc à toutes les échelles, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, en fait, on trouve que les êtres vivants sont robustes. Ils sont robustes. Alors, c'est quoi la robustesse? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Ça, c'est la robustesse. Alors, à court terme et à plus long terme, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Si vous voulez, la robustesse, c'est la réponse opérationnelle aux fluctuations. C'est sa définition. Quand le monde est fluctuant, on fait de la robustesse. Et bien, c'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution. L'évolution sélectionne des êtres robustes. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit, parce qu'évidemment, ils ont traversé un monde fluctuant, donc évidemment qu'ils sont robustes. Mais comment font-ils pour être robustes? Alors, c'est là que c'est très rafraîchissant, parce qu'en fait, quand on analyse les êtres vivants et leur robustesse, on se rend compte qu'ils construisent leur robustesse en allant contre la performance. Et donc là, on a un contre-modèle. Alors, je vous mets ici mes mots-clés, là, enfin les mots-clés, si vous voulez, des réseaux du vivant. Quand on analyse les réseaux du vivant, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Voilà, les molécules vont un peu n'importe où. Le globule rouge ne veut pas devenir vert. Voilà, on ne sait pas, quoi, ça va dans tous les sens. Hétérogénéité, pensez à la biodiversité. Voilà, c'est hyper hétérogène. Incertitude, il y a beaucoup de processus qui sont aléatoires. Pensez à l'immunité, là, on sort de la pandémie Covid. Voilà, clairement, on voit bien que ça évolue un peu n'importe comment. Il y a tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique qui n'étudie que les processus aléatoires dans le monde vivant. Donc c'est pour dire que le hasard, il y en a vraiment énormément. Il y en a à tous les carrefours hein, en biologie. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délai. Alors ça, c'est pour vous en rendre compte, il faut penser que dans le vivant, il y a beaucoup de choses qui sont cycliques. Cycle cellulaire, le cycle menstruel, le cycle circadien, tous ces cycles. Donc un cycle, hein, c'est une oscillation qu'on maintient dans la durée. Et bien, pour maintenir une oscillation dans la durée, il faut activement maintenir des délais. Si vous réduisez les délais, vous allez amortir et ça va aplatir, quoi. Donc, si vous voulez que ça continue à vivre, il faut activement maintenir des délais. Ben, ça, il y en a partout dans les réseaux du vivant. Énormément de redondance. Ben, voilà, regardez tous les arbres qu'il y a autour de Florac, quoi. Ils sont pleins de feuilles, hein, ces arbres. Hein, c'est incroyable, hein, quand même. Ce sont des êtres redondants. Ce sont des êtres redondants. Pensez au nombre de globules rouges que vous avez dans le sang ou le nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons. Nous sommes toutes et tous des êtres extrêmement redondants. Le vivant adore les doublons. C'est ça. Beaucoup d'incohérences, alors beaucoup de contradictions internes. Ça, c'est presque un peu le plus difficile à voir. Je peux vous donner un exemple, c'est la croissance d'une plante. Une plante, ça pousse en absorbant de l'eau. Donc une plante, quand elle est bien gonflée, elle pousse plus vite. Mais quand elle pousse, elle fait de la photosynthèse. Alors la photosynthèse, hein, c'est je prends du CO2, un gaz, et je le transforme en fibre de carbone, de la cellulose, hein, pour le dire rapidement. La cellulose, c'est aussi rigide que l'acier. Donc ça veut dire que plus une plante pousse, et plus elle freine. Parce qu'en fait, elle se rigidifie, quoi. À chaque fois, elle ajoute de plus en plus de cellulose, quoi. Voilà, les plantes poussent en freinant. Bah, ça, c'est une incohérence, hein. Alors, qu'est-ce que ça permet, ça? Et en fait, ça permet cet équilibre en fait, entre deux forces contradictoires. Ça permet au système d'avoir une souplesse interne.
En fait, cette contradiction interne, c'est comme un pont suspendu hein, qui a des fils en tension et des ponts en compression. La contradiction interne rend le système déformable, quoi, rend le système souple. Et ben ça permet, en fait, cette fluctuation interne permet de résister aux fluctuations externes. Ça, c'est une leçon de robustesse, quoi. Et puis la dernière chose, c'est l'inachèvement. Les êtres vivants sont inachevés parce que quand ils sont achevés, ils sont morts. Donc voilà, donc en fait on est tout le temps inachevé, hein, voilà, on se régénère en permanence. Donc en fait vous voyez, ce ne sont que des contre-performances, quoi, hein. C'est ces contre-performances qui ajoutent du jeu dans les rouages et qui permettent aux êtres vivants d'être robustes. Et vous voyez, c'est au premier ordre. Les êtres vivants sont d'abord robustes. Il peut y avoir des moments de performance, hein, comme la lionne voilà, qui va attraper son hippopotame, là. Des moments de performance, mais au premier ordre, les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne renforcent pas leurs points forts, ils se construisent sur leurs points faibles. Ça, c'est plutôt des points faibles, hein. Si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne sont pas parfaitement adaptés, ils sont d'abord adaptables. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée clé finalement quand on analyse les êtres vivants. Alors je vais quand même vous le montrer avec mon exemple favori de la température corporelle. C'est l'exemple que j'utilise tout le temps parce qu'il est très pratique, parce que vous savez très bien que vous êtes à 37 degrés, et puis que si jamais il y a un pathogène qui rentre, vous allez faire de la fièvre, 38, 39, 40. Alors moi, en laboratoire, si j'isole les enzymes de votre corps et que je mesure leur activité, eh ben, je vais trouver que leur optimum d'activité, il n'est pas à 37 degrés, il est à 40 degrés, en général. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, votre corps n'est pas au maximum de performance, il n'est même pas à l'optimum de performance, il est sous l'optimum de performance. Mais bien en dessous, hein, pour certaines enzymes, alors il y a déjà certaines enzymes qui ne sont pas là à 37 degrés, mais et celles qui sont là, certaines sont 1 million de fois moins actives à 37 degrés qu'à 40 degrés. Donc on a vraiment un autre corps, hein. Entre 37 et 40, ça n'a rien à voir, hein. Et en fait, vous êtes nettement plus performant à 40 degrés. Alors, ça peut surprendre, parce qu'en général, on est un peu claqué hein, quand même, mais je peux vous garantir que votre métabolisme et votre système immunitaire, c'est là qu'il est très performant. Et donc, vous voyez le truc, c'est qu'en fait, à 37 degrés, on a un corps qui fonctionne de façon satisfaisante, ni plus ni moins. Et puis donc ça c'est robuste, voilà. Ça permet de passer les fluctuations, parce qu'en fait on a gardé des marges de manœuvre. En fait, quand il y a un pathogène un peu sérieux, là on peut monter en performance. Et par contre on ne reste pas très longtemps à 40 degrés, hein. C'est 3 jours, hein. Après c'est mortel, hein. En fait, vous faites un burn-out moléculaire après, hein. Vous épuisez les protéines, quoi. Elles se dénaturent, elles se débobinent, et là, c'est plus possible de revenir en arrière. Donc en fait, on revient à la vitesse de croisière après à 37 degrés, quoi. Donc là, vous voyez le truc, hein, c'est qu'en fait, le vivant, il vit dans un monde fluctuant, donc du coup, il garde énormément de marge de manœuvre pour être robuste. Et puis de temps en temps, quand il y a une grosse fluctuation, il fait de la performance. Mais c'est ponctuel. Il l'autorise sur dérogation. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Alors, il y a plein d'autres exemples hein, comme ça, hein. Il y en a vraiment des tonnes, hein. Il y en a vraiment des centaines, des milliers. Donc, je ne vais pas vous faire tout un cours de biologie, mais vraiment, je vous invite à explorer ce que disent les biologistes. C'est à tous les tournants, quoi. Et à chaque fois, ce sont des contre-performances qui ajoutent du jeu dans les rouages, qui ajoutent de la robustesse. Alors du coup, ça, si je sors de la biologie, c'est quand même un enseignement qui doit questionner notre trajectoire d'humain sur Terre. Notre civilisation, hein, de la performance, évidemment. Donc en fait, là, je vous le présente sous forme d'une courbe, alors évidemment bien trop simpliste, mais là, je vous présente le progrès de l'humanité. Alors, ça paraît un peu simple, hein, évidemment, et c'est trop simple, évidemment, mais le progrès de l'humanité, ça fait 10 000 ans qu'on a plutôt mis l'accent sur la performance. Depuis le néolithique, hein, voilà, depuis l'agriculture, domestication, et puis voilà, la Renaissance, les plantations, tout ça, les technologies. En fait, on a augmenté les performances des individus, des collectifs, des technologies. Ça a été le compas du progrès jusqu'à présent. Eh bien, aujourd'hui, quand on voit l'état de dégradation de notre planète et la trajectoire future, eh bien, on voit très bien qu'on ne pourra pas continuer à augmenter la performance. La performance devient très contre-productive. Elle menace la viabilité de l'humanité sur Terre. Donc on ne pourra pas continuer sur la voie de la performance. Donc en fait, c'est assez simple. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, eh ben, en fait, on va changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, ce ne sera plus des incréments de performance, ce sera des incréments de robustesse. On va augmenter la robustesse. À mesure que le monde devient de plus en plus fluctuant, on va devoir augmenter la robustesse de nos systèmes, des collectifs, des entreprises, etc. Tout va suivre.
Alors, c'est du bon sens. Et vraiment, c'est du bon sens sur la base de ce que nous disent tous les rapports scientifiques. Hein. Encore une fois, hein, le premier message à retenir des rapports scientifiques, c'est que le 21e siècle sera fluctuant. Dans un monde fluctuant, on fait de la robustesse. Mais vous allez me dire, oui, bah, c'est bien gentil, mais c'est complètement utopique, hein, cette histoire-là, parce que les actionnaires, ils veulent de la performance financière, les clients, ils veulent des objets pas chers tout de suite, c'est encore de la performance, les citoyens, ils veulent de l'efficacité politique, c'est encore de la performance. Hein, voilà. Donc tout le monde est drogué à la performance. Hein. Les chercheurs, hein, nous aussi, on est à fond dans la performance. Hein. Voilà, donc tout le monde est dans la performance. Alors du coup, est-ce que c'est pas un peu utopique de se dire qu'on va comme ça basculer, quitter le néolithique, hein, finalement, hein, 10 000 ans de performance en roue libre, et puis comme ça, hop, basculer vers la robustesse. Nuée d'oiseaux. Vous savez, les nuées des tourneaux, hein, notamment. Hein. En fait, c'est très beau hein, quand ça se déplace, là, voilà. En fait, les nuées des tourneaux, en fait, ou d'oiseaux, hein, c'est tout un ensemble d'oiseaux qui sont capables de tourner à droite, à gauche, comme ça, de façon coordonnée. Et on peut se demander qui décide. Qui décide comme ça de tourner à droite et à gauche? Alors ça, c'est très simple. Hein. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui décident pour le groupe. C'est-à-dire qu'un oiseau qui est à la périphérie du groupe, il est sensible aux fluctuations du monde. Et donc, il voit les fluctuations du monde. Et donc, il y répond. L'oiseau qui est au cœur du système, il ne voit que les oiseaux voisins. Et donc, il est aveugle au monde. Il ne voit pas le monde. Bien, donc ça, c'est une leçon des nuées d'oiseaux, mais c'est pareil pour les bancs de poissons. Et en fait, c'est vrai pour tous les systèmes. En fait. C'est vrai pour les systèmes sociaux, c'est vrai pour les systèmes physiques. Tous les systèmes basculent par leur marge, par leur périphérie. Je vous renvoie aux empires. Hein. Les empires qui basculent, c'est toujours par la périphérie que ça démarre. Hein. Et ben ça, c'est un gros message. Hein. Ça veut dire qu'en fait, si on veut voir le monde basculer de la performance à la robustesse, il ne faut pas regarder le cœur du système. Il ne faut pas aller voir chez Total ou chez McKinsey. Quoi, hein. C'est le cœur faisandé de la performance. C'est le monde d'avant. Il n'y a rien à apprendre. Hein. Par contre, allez voir les marges. Alors là, vous allez voir le monde robuste qui vient, parce que c'est un monde qui est soumis à des fluctuations, et donc qui a inventé des systèmes robustes. C'est la phrase de Jean-Luc Godard, hein, c'est la marge qui tient la page. Très puissant, hein. C'est la marge qui tient la page. Alors, du coup, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on voit aux marges, quoi ? C'est la troisième étape. C'est là où c'est très joyeux, en fait. C'est qu'en fait, ce que je présentais comme une utopie, en fait, on a déjà basculé. C'est ça qui est incroyable. On a déjà basculé de la performance à la robustesse. Et je ne vous aurais pas dit ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'avait pas encore basculé. Là, ça y est, on a basculé. Et donc je vais vous donner quelques exemples, mais c'est évident. En fait, quand on a le nez dessus, c'est sous le radar. Hein. On est avant le basculement, mais on est en train de basculer. Alors du coup, premier exemple, l'agriculture. Alors dans les médias, on dit toujours, voilà, l'agriculture intensive est toujours là, les paysans râlent, tout ça. En fait, il faut regarder les tendances de fond, hein, sur le temps long. Qu'est-ce qu'on voit ? L'agriculture intensive, c'est une agriculture de la performance qui était en quelque sorte justifiée après-guerre. Donc l'agriculture intensive, c'est que depuis 1945. Il ne faut pas non plus fantasmer. Hein, c'est très récent. Hein, ça a 70 ans, 80 ans. Donc cette agriculture intensive, en fait, c'est une agriculture qui évite les fluctuations en mettant de l'irrigation, des engrais, des pesticides. Donc tout ça, c'est permis parce qu'on a accès à du pétrole pas cher. Et bien ça permet d'éviter les fluctuations. Et donc c'était complètement justifié après-guerre parce qu'en effet, il y avait un problème d'alimentation, on peut le dire comme ça, en tout cas de ressources. Et du coup, on a développé cette agriculture intensive. Aujourd'hui, on se rend compte que là encore, on est dans un monde de performance contre-productive parce que cette agriculture intensive appauvrit les sols, pollue les nappes phréatiques, génère des suicides de paysans. Enfin bon, c'est vraiment très très polymorphe comme toxicité. Et donc du coup, on est en train de développer de plus en plus ce qu'on appelle l'agroécologie. Je pense que vous connaissez bien cette histoire-là, donc c'est très, très divers. Hein. Permaculture, agroforesterie, jardin créole dans les Caraïbes, il y a toute une zoologie de déclinaison de l'agroécologie, mais finalement c'est toujours la même idée. La clé de l'agroécologie, c'est de ménager la biodiversité cultivée. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est les services écosystémiques finalement. Hein. Quand vous augmentez la biodiversité cultivée, vous avez des services et vous avez une forme de robustesse sur les parcelles. Donc là, ce que je vous montre, c'est la version, le niveau 1 de l'agroécologie. Donc ça, c'est un champ de blé en mélange variétal. Donc au lieu de semer la meilleure variété de blé, vous semez une vingtaine de variétés de blé en mélange. Alors, qui sont à peu près synchrones, il ne faut pas non plus être complètement maso, hein, on peut les récolter à peu près en même temps. Qu'est-ce qui se passe là ? Donc là, vous allez avoir un rendement un peu plus faible, parce que vous n'avez pas mis la meilleure variété de blé,
Mais par contre, vous avez deux facteurs de robustesse. La première chose, c'est une valeur assurantielle, parce que s'il y a une des 20 variétés qui est sensible à un virus, eh ben les 19 autres sont résistantes. Donc vous avez une stabilité des rendements. Et la deuxième chose, c'est que vous avez des pieds de blé différents, donc ils vont communiquer. Ils ont des choses à se dire, si vous voulez. Voilà, ils sont différents. Donc cette diversité cultivée, en fait, ça va permettre au champ, le groupe, de devenir plus résistant à la sécheresse et plus résistant aux pathogènes, uniquement parce qu'on a augmenté la biodiversité cultivée. Et donc là, il n'y a plus de questions là-dessus. Il n'y a plus de débat scientifique là-dessus. Ça marche. Ça marche. En fait, ça, c'est un écosystème, un mini-écosystème, quoi. Donc ça, c'est plus une question scientifique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ça a basculé en France. Là, vous voyez les surfaces cultivées de blé tendre en mélange. Donc en 2010, on était à 5% des surfaces cultivées, donc complètement minoritaire. Et puis vous voyez, en 2020, voilà, dans l'Hérault, dans le Tarn, voilà, 30%, 40%. Donc en fait, on a basculé. En tout cas, les paysans, c'est souvent des petites parcelles, des territoires qui sont soumis à des fortes sécheresses. Et ben, ils sont passés aux mélanges variétaux parce qu'ils sont aux marges. C'est des oiseaux aux marges du groupe, quoi. Et ben, ils ont basculé vers l'agroécologie, quoi. Et puis donc, vous voyez, dans la Beauce, là, par contre, voilà, ils sont des céréaliers millionnaires. Ils n'ont absolument aucune raison de changer, évidemment. Mais ils vont y venir. Le jour où le pétrole sera plus cher, ils y viendront aussi. Donc en fait, cette bascule, on est en train de la vivre, vous voyez, en 10 ans. La décennie 2010-2020 est très intéressante pour ça. En fait, c'est là que ça a commencé à basculer, quoi. Et donc, du coup, quand on regarde ça, c'est la première bascule, en fait, c'est que pour l'agriculture, quand on passe de la performance à la robustesse, en fait, on se rend compte qu'on ne vit pas une transition, on ne vit pas une bifurcation, on vit une inversion. On va faire le contraire de ce qu'on faisait avant. Et donc là, ça se voit pour l'agriculture. Dans l'agriculture performante, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Et bien, dans le monde de la robustesse, on se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est l'inverse. Donc ça veut dire qu'un paysan, il ne fait pas que du rendement en grains, il maintient aussi l'hygrométrie de ses sols. S'il a des mélanges variétaux, il va les mélanger avec ses voisins paysans. En fait, en gros, c'est plein de choses, quoi. C'est le monde de la richesse des interactions. Le monde de la performance, c'est le monde de la pauvreté des interactions. La performance, c'est se canaliser, s'optimiser, aller très très vite, mais avec personne. Donc c'est très pauvre. C'est ce que je dis aux jeunes, d'ailleurs, souvent. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. C'est un monde très pauvre en interaction. Le monde de la robustesse, c'est un monde très riche en interaction. Vous voyez, dans le champ et entre les paysans, en l'occurrence. Et donc ça, c'est très joyeux, quoi, parce que c'est la tendance de fond, cette agroécologie qui monte, quoi, et ça ne va pas s'arrêter, quoi. Bon, ça c'est l'agriculture, mais c'est presque trop facile l'agriculture parce que c'est des êtres vivants, donc évidemment que ça marche, cette robustesse. Est-ce que ça marche ailleurs? Alors oui, ça marche aussi ailleurs. L'exemple peut-être le plus facile, c'est le tout réparable. C'est le tout réparable. Alors en ville, c'était un atelier de réparation de vélos. Il y a 20 ans, c'était ça, et à peu près tout. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Et ben ça, c'est pas une tendance, c'est pas une mode. C'est une réponse opérationnelle au monde fluctuant. C'est l'exemple que je prends souvent, c'est imaginer que la Chine envahisse Taïwan dans un mois. Bon, dans un mois, la Chine ferme ses frontières. Si dans votre entreprise, vous dépendez de biens importés de Chine, si vous n'avez pas mis un pied dans le réparable ou dans l'économie de la fonctionnalité, vous mettrez la clé sous la porte. Il faut absolument mettre au moins un pied dans la robustesse, quoi. C'est le minimum, quoi. Et ben ça, c'est une réponse de bon sens dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant. Et donc là, vous avez des tas d'exemples. Là, je vous mets Royal Maersk, c'est des pulls en Bretagne qui sont garantis à vie, 1083, voilà, des jeans 1083, pareil. Cities, Velov, tout ça, c'est tout des Decathlon, je pourrais mettre Intersport aussi, qui répare tout, Darty Max, toutes les boîtes s'y mettent, quoi. Et c'est vraiment, c'est pas une tendance, quoi. Voilà, donc ça, le tout réparable, pour moi, c'est un très bel exemple, et on le vit, quoi. Je le sors pas du chapeau, vous le voyez aussi, quoi. Alors, je prends un autre exemple qui me plaît bien aussi, et ça, je l'ai trouvé sur le journal de France 2. Alors, c'est pour vous dire que là, les oiseaux commencent à contaminer le cœur du système, quand ça arrive sur le journal de France 2. Bon, voilà. Alors, c'est pas CNews, bien sûr, mais c'est déjà France 2, quoi. C'est déjà pas mal. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, cette histoire-là. Donc là, on est à Saint-Martin-d'Auxigny. Donc, c'est une commune qui avait, dans les années 60, optimisé son paysage en mettant un canal. En fait, il y avait une rivière et puis ils l'avaient canalisé pour pouvoir avoir des surfaces agricoles plus grandes, quoi. Voilà. Donc là, ils avaient
littéralement augmenter la performance de leur surface agricole, quoi. Bon, bah, qu'est-ce que ça a fait, ça? Quand vous avez un canal comme ça qui est bien orienté, dès qu'il pleut beaucoup, l'eau dans le canal va très très vite en centre-ville et vous inondez votre village, quoi. Voilà. Donc ça, c'est de la performance, hein, typiquement optimisée qui fragilise, hein, voilà. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce village? Eh ben, ils ont pris leur pelleteuse et ils ont retracé la rivière d'origine. Et donc, ils ont remis, vous voyez, des lacets dans la rivière, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Et ben, du coup, l'eau, elle met un peu plus de temps à sortir. Et quand il y a une grosse pluie, eh ben, ça va inonder le champ. Et du coup, ça ne va pas inonder le village. Donc, on a désoptimisé pour augmenter la robustesse, pour en fait vivre avec les fluctuations. Si vous voulez, le monde de la performance, c'est le monde de l'aller vers. Le monde de la robustesse, c'est le monde du vivre avec. Et c'est vraiment deux approches complètement différentes du monde, hein. L'aller vers, c'est on se projette tout le temps et en fait, on ne vit jamais l'instant présent. Alors que là, voilà, on vit l'instant présent et on vit avec son espace, avec son milieu, quoi. Et du coup, ça inverse plein de choses, hein. Le monde économique, hein, qui bascule de l'économie propriétaire à l'économie de la fonctionnalité, mais ça inverse aussi ce que c'est qu'un ingénieur. Alors, les ingénieurs, hein, ils ont fait parler d'eux ces derniers temps parce que les élèves ingénieurs désertent de plus en plus. Je pense que vous avez entendu parler de ça. Voilà, je pense que vous connaissez bien la question. Et les ingénieurs, pourquoi ils désertent là, ces élèves ingénieurs? En fait, les ingénieurs, ça fait très longtemps en fait, qu'on leur demande de faire de la performance. Dans le monde de la performance, l'ingénieur, c'est le roi du pétrole. Il y a des ingénieurs pour tout, hein, pour la physique, mais aussi pour l'ingénierie sociale, pour l'ingénieur pédagogique. Enfin, c'est incroyable, hein, tout est ingénierable, hein, dans le monde de la performance. Alors du coup, ces ingénieurs-là, c'est le monde d'avant, en fait, des ingénieurs de la performance via des délégations techniques distantes. En fait, dans le monde de la robustesse, les ingénieurs seront toujours là. On a toujours besoin d'ingénieurs, hein, plus que jamais, à vrai dire, hein, mais c'est le sens de leur métier qui change. Un ingénieur dans le monde de la robustesse, on ne lui demande plus de faire de la performance, on lui demande de faire de la robustesse. Donc c'est quoi une solution robuste pour un ingénieur? C'est deux choses. Technodiversité, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander à l'ingénieur de développer la meilleure technologie, il doit développer que des technologies robustes. Et qu'il doit y avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan Z, voilà, plein de solutions. Toutes robustes, mais c'est ça la technodiversité. C'est comme, si vous voulez, on vit un effondrement de la biodiversité, il ne faudrait pas ajouter en plus un effondrement de la technodiversité, hein. C'est évidemment très fragile, hein. Bon, ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que la solution technique doit viser l'autonomie technique des citoyens. Il faut que les citoyens, alors pas forcément individuellement, hein, collectivement, à l'échelle d'une région, éventuellement d'un pays, mais pas au-delà. Ces citoyens, ils doivent être capables de s'approprier, d'adapter, de réparer les objets techniques. Dans cette salle, je pense que personne n'est capable de réparer son smartphone. Ça, c'est un problème quand même, hein. C'est qu'on dépend tous et toutes d'une technocratie distante, hein, pour un objet de la vie quotidienne, quoi. Bon, voilà, c'est quand même assez important. Alors, le mot ingénieur, hein, d'ailleurs, hein, juste pour info, hein, c'est un mot qui vient du XVIe siècle, enfin un peu avant d'ailleurs, fin du Moyen-Âge, et qui, en fait, l'ingénieur, c'est celui qui construisait des engins de guerre. Donc, il faisait des catapultes et des fortifications, hein. Donc vous voyez, performance, violence, hein, on y est, quoi. Donc en fait, voilà, les ingénieurs de la robustesse, ce seront des ingénieurs de la paix avec les citoyens, avec la technique, avec le vivant, quoi. Et alors aussi un autre point là-dessus, c'est l'idée que en fait, quand on a un discours écolo, en général, assez rapidement, on nous balance les amis chez la bougie, hein. Alors, le côté, voilà, les écolos, vous êtes technophobes, quoi, hein. Alors, qui est technophobe, hein? Qui est technophobe entre le monde de la performance et le monde de la robustesse? Bon, enfin, je pense que vous me voyez venir. C'est le monde de la performance. Parce que dans le monde de la performance, quand on est très performant, en fait, on développe une technologie qui est très performante, qui va écraser toutes les autres, qui va écraser les technologies plus anciennes. Ça, c'est technophobe. Et en plus, dans ce monde de la performance, plus c'est performant, plus les citoyens sont éloignés de la technique. Donc c'est doublement technophobe. Dans le monde de la robustesse, non seulement quand on fait une nouvelle technologie, si elle est robuste, on la garde. Mais ce n'est pas pour ça qu'on écrase les technologies plus anciennes. On garde tout, quoi. Un exemple comme ça, c'est l'impression 3D, alors qui vaut ce qu'il vaut, mais l'impression 3D, ça peut permettre de rendre des objets réparables à vie. C'est une nouvelle technologie qui peut alimenter de la robustesse. Et en plus, on veut que les citoyens participent, s'approprient, adaptent les technologies. Ça, c'est doublement technophile. Donc, il ne faut pas se faire avoir, hein. C'est le monde de la performance qui est technophobe, hein.
faut juste se réapproprier notre lien, il faut se réapproprier les techniques, quoi, finalement. Un petit dernier exemple, c'est sur les organisations. Alors, dans les organisations, quand on regarde pareil, à la périphérie, hein, et ben, en fait, on trouve des collectifs qui sont souvent des collectifs défavorisés, hein, finalement, enfin, ou en tout cas qui sont plutôt aux marges de la société, et ben, qui développent des solutions robustes. Alors, un exemple typique, c'est l'habitat participatif, un habitat intergénérationnel, groupé. En fait, c'est souvent des collectifs de citoyens, alors c'est en général pas les plus riches, en effet, hein, donc c'est plutôt voilà, aux marges de la société, mais qui se mettent ensemble, qui conçoivent, qui créent et qui gèrent un logement partagé. Donc, ce n'est pas des communautés. Hein. Il y a plein d'habitats privatifs, une partie de l'habitat qui est privatif. Ils ont leurs appartements, voilà, enfin, il y a une grande variété. Mais il peut y avoir une chambre d'amis partagée. Il peut y avoir un étage pour les enfants. Il peut y avoir un potager partagé. Ben, ça, c'est des habitats participatifs, coopératifs, alors qui mettent beaucoup plus de temps à sortir. Hein. En moyenne, ça met 5 ans à sortir. Hein. Donc, c'est moins performant. Hein. Mais par contre, c'est plus robuste. Hein, parce que là, les voisins se connaissent. L'habitat a été conçu avec les citoyens, par les citoyens. Bon, il y a des tests psychologiques qui ont été faits pendant la période Covid. Hein, dans les habitats participatifs, ça s'est très, très bien passé. Hein. Bien mieux qu'un étudiant qui est dans sa chambre de 9 mètres carrés en CTU. Hein, ça, évidemment. Quoi. Bon, bah, donc ça, et c'est 15% du parc immobilier en Suède. Hein, donc, c'est loin d'être négligeable. Hein, et donc, alors, c'est encore assez faible en France, mais c'est quand même en train de monter, quoi. Et donc ça, ce qui est super intéressant dans ces initiatives-là, c'est que quand on fait le choix de la robustesse, en fait, on fait le choix de suivre une école de la coopération. C'est que la coopération, hein, c'est l'objectif commun qui l'emporte sur l'objectif individuel. Donc ça veut dire qu'on va passer par des moments un peu difficiles, quoi. Il y aura des fluctuations. Il va falloir apprendre à parler à des gens différents, avec d'autres traditions, avec d'autres traditions, d'autres cultures. Il va y avoir des conflits. Mais en fait, quand on est exposé à des conflits, ben, on apprend à les résoudre. Si on n'est jamais exposé à des conflits, on ne sait pas les résoudre. La coopération, c'est très compliqué. Ça demande vraiment une école, quoi. La compétition, c'est très simple, hein, encore une fois, hein, c'est les plus violents qui gagnent. Hein, voilà. Mais la coopération, par contre, ça se pratique. Bah, voilà, ça, c'est une école de la coopération où, en plus, on a un habitat à la sortie, quoi. Bon, l'école, c'est pareil. Hein, il y a plein d'exemples d'écoles où, en fait, on fait beaucoup plus de travail en équipe. Les écoles Freinet, Montessori. Enfin, il y a toute une galaxie, là aussi, d'écoles qui commencent à remettre la coopération un peu plus en avant, quoi. Alors du coup, là-dessus, je voudrais insister sur ce point, parce que la coopération, hein, finalement, c'est notre vecteur pour faire de la robustesse dans les organisations. Et donc, j'ai cette image-là qui permet de l'illustrer avec un mot, quoi, hein, en fait, c'est une question de posture, hein, finalement, de performance versus robustesse. Quand on est dans la performance et qu'on est un meneur, hein, dans le monde de la performance, on va dire « je veux et je sais comment faire ». Ça, c'est la posture du meneur dans le monde de la performance. Alors, quand vous faites ça, vous excluez tout le monde. Hein, parce que je veux et je sais comment faire. Donc, voilà, on n'a plus qu'à suivre derrière. Et voilà, on ne va pas désinhiber le collectif. Hein, là, on va juste... c'est plutôt la dérive sectaire. Là. Et bah, du coup, dans le monde de la robustesse, il y a toujours des décideurs, hein, mais on ne va pas leur demander la même chose. Enfin, ils vont pas avoir la même posture. Le décideur, dans le monde de la robustesse, il ou elle, hein, évidemment, il dit « j'ai envie et je ne sais pas ». Comment faire. Et donc, en fait, c'est le manque qui va mobiliser le groupe. Ben, ça, c'est typiquement une contre-performance qui fait de la robustesse, parce que ça va fédérer un groupe, un collectif, quoi. Oui, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est une inversion, quoi. Et alors, donc, j'ai une petite dernière illustration qui vous dit la même chose. Hein. Je vous le redis d'une autre façon. C'est un peu le pendant de ma performance, compétition, violence. Quand on fait le choix, au contraire, de la sous-optimalité. Donc en fait, dans la sous-optimalité, vous voyez par exemple là vous avez un trio là, hein, un trio, et puis il y a en haut là, et il y a un petit rond avec en tiré là, donc ce serait un peu le maillon faible du trio. Alors dans le monde de la performance, il y a deux options, hein. Soit vous virez le maillon faible, soit vous le faites travailler à fond, quoi, pour qu'il soit au niveau, quoi. Voilà. Donc là c'est le monde de la performance, donc évidemment voilà, très très pauvre, hein, parce que chacun va faire son truc, voilà. Alors dans le monde de la robustesse, le maillon faible reste un maillon faible, c'est-à-dire qu'on respecte que là il est un maillon faible, et donc ce maillon faible va plutôt nourrir les interactions. En fait, le maillon faible va dire j'ai besoin d'aide. Et donc les autres vont interagir, et ça va nourrir la coopération. Et en fait ce que vous voyez là, c'est une côte de maille, quoi. Une côte de maille, ça veut dire qu'il y a plein de maillons faibles partout, mais ça tient, c'est robuste. Mais c'est parce que ce sont les maillons faibles qui ont permis de rapprocher les personnes, quoi. Voilà, ou les collectifs. Enfin bon, c'est un peu une image, hein, c'est une métaphore, hein, évidemment. Hein, mais vous voyez, c'est complètement une autre approche, quoi. C'est dans une coopération, il faut être capable d'exposer ses vulnérabilités. Si on les cache, c'est qu'on est dans la performance et ça va craquer un jour ou l'autre, quoi. Dans le monde de la robustesse, on expose ses vulnérabilités et en fait, on en fait une force pour le groupe. Parce que du coup, ça va stimuler les interactions.
Ok, donc là en fait, on arrive à ce stade-là avec tous ces exemples un peu inspirants du monde aux marges là, qui est en train de basculer vers la robustesse, vers cette idée qu'en effet, on est en train de basculer d'un monde drogué à la performance vers un monde qui commence à découvrir la robustesse. Et vous voyez, je présente vraiment une balance parce que ce n'est pas un monde où on va complètement quitter la performance, c'est une question d'équilibre. Dans un monde qui est stable et abondant en ressources, on fait de la performance. Et à la limite, ça se justifie très bien. Hein. S'il y a plein de ressources partout et si c'est stable, on peut se permettre de stériliser un petit morceau de territoire parce que de toute façon, il y a plein de ressources ailleurs. Donc, c'est pas très grave, quoi. Donc, dans ce monde-là, on fait beaucoup de performance. Et puis, quand il y a une crise, on se pose la question de la robustesse. Bon, c'est notre monde actuel, hein, très clairement. Bon, quand on bascule dans le monde de la polycrise, dans le monde instable, dans le monde en pénurie chronique de ressources, eh ben, on fait de la robustesse tout le temps. Et de temps en temps, on se pose la question de la performance. C'est l'inverse, c'est comme la fièvre, hein. Voilà, c'est grosso modo. Donc c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment, quoi. Et donc c'est vraiment copernicien, hein, comme révolution, hein. C'est la fin du néolithique, quoi. Alors du coup, évidemment, la dernière étape du chemin, avant qu'on discute ensemble, c'est comment on fait pour monter en échelle, comment on fait pour accompagner, stimuler ce basculement, qui est un peu inéluctable, mais comment on fait pour que ça se passe le mieux possible, quoi. Alors moi, je vais vous proposer, en fait, il y a un mot, voilà, c'est la dernière étape, en fait, c'est juste de pratiquer, quoi. Il faut pratiquer cette robustesse. En fait, c'est comme ça qu'on voit toutes les valeurs, toutes les vertus qui sont associées à elle, et puis aussi, ça permet de rentrer dans le pratique, quoi, dans l'opérationnel, hein, parce qu'il ne faut pas que ça reste des théories comme ça un peu éthérées. Alors du coup, un peu de pratique. Alors je vous donne juste quelques clés, hein, on pourra en discuter après ensemble si vous voulez, mais je vous donne juste quelques clés comme ça pour explorer ça. Alors première chose, évidemment, ringardiser la performance. Alors, vous pouvez y aller, hein. Aujourd'hui, là, en fait, ce qui se passe, hein, c'est que le monde de la performance est tellement contre-productif que ça commence vraiment à se voir, quoi, hein. Les ultra-performants font des projets complètement débiles, hein. Alors, je vous ai déjà cité Elon Musk qui veut aller sur Mars, hein, voilà, donc planète morte. Mark Zuckerberg, hein, qui fait un bunker à Hawaï, bon, c'est un tombeau, hein, voilà. MBS qui fait une ville Neom, hein, dans le désert saoudien, bon, c'est une ville morte, hein, voilà. Les ultra-performants ont des projets de mort, hein. Donc, faut pas, voilà, c'est des projets mortifères. Donc, ringardiser enfin, vous voyez, Javier Milei en Argentine avec sa tronçonneuse, quoi. C'est voilà, performance, compétition, violence, là, on y est, quoi. Enfin, et ça, c'était pour tronçonner les services publics, hein. Enfin, juste. Bon, bref, c'est assez facile maintenant, et en fait, c'est presque le côté joyeux du monde de la performance qui s'éteint, c'est qu'il y a du spectacle. C'est vraiment assez incroyable comme ça devient délirant. Mais ça veut dire que c'est le champ du cygne, hein, très clairement, quoi. Quand on en est à ce niveau-là de performance contre-productive, c'est que vraiment on arrive au bout, quoi. Donc n'hésitez pas, voilà, ringardiser la performance, ça peut se faire de plein de façons, j'en suis sûr. Alors deuxième chose, c'est qu'en fait on peut avoir des outils. Alors vous savez, dans le monde de la performance, on adore les indicateurs, hein. Ça, c'est les indicateurs de performance. Vraiment, il y en a partout, hein. Donc, c'est les KPI, hein, les Key Performance Indicators pour les entreprises, pour le sport, tout ça. Il y a vraiment des indicateurs partout. Alors, il faut juste se poser la question sémantique de ce que c'est qu'un indicateur. Un indicateur, ça n'a de valeur que si le monde est stable. C'est que si demain c'est différent d'aujourd'hui, un indicateur n'a aucun sens. Ça ne sert à rien, en fait. Donc en fait, dans un monde, donc ça, l'indicateur de performance, encore une fois, ça marche très bien dans un monde stable et abondant en ressources, ça n'a aucun sens dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un monde instable ? Eh ben, on fait des tests de robustesse. Et donc ça, c'est un outil dynamique. L'indicateur de performance, c'est un outil statique. Le test de robustesse, c'est un outil dynamique. Donc un test de robustesse, parce que j'en ai déjà fait passer un, hein, la Chine qui a envahi Taïwan, c'est un test de robustesse. En fait, on fait fluctuer un paramètre et on voit comment on répond. Et en général, quand on fait une fluctuation comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute des marges de manœuvre. C'est mécanique, hein. Un autre test de robustesse que vous pouvez faire comme ça, ou une autre fluctuation comme ça virtuelle que vous pouvez imaginer, c'est l'année prochaine, le pétrole est 30% plus cher. Qu'est-ce que ça change dans mon modèle économique, dans mes activités, quoi. Qu'est-ce que je change ? Un autre test, ça serait l'année prochaine, il y a un nouveau virus qui arrive. Alors, ce n'est pas du Covid, hein, c'est un virus numérique qui nous ferme Internet pendant 6 mois. Ce qui est pas du tout, c'est comme la Chine, hein, c'est pas du tout ahurissant, hein, comme hypothèse, hein. Vous savez bien que la cybersécurité, c'est en train d'exploser là. Donc ça va nous arriver un jour, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas Internet pendant 6 mois ? Voilà.
Bah, vous allez voir, on va développer des marges de manœuvre, on va doublonner, quoi. Peut-être qu'on va arrêter de remplacer tous les guichets par des guichets avec des QR codes, quoi. Peut-être qu'on va remettre des humains derrière, quoi. Enfin, ce genre de trucs-là, vous voyez, des trucs, pas de traînement, c'est du bon sens paysan, j'ai envie de dire, hein, mais voilà. Bah, dans un monde fluctuant, c'est ça qu'on fait, quoi. Voilà. Et donc, il faut faire des tests de robustesse. Pour entrer dans ce monde fluctuant, en fait, le test de robustesse, l'intérêt principal qu'il a, c'est que nos cerveaux humains ont du mal à voir le monde fluctuant. En fait, on pense toujours que le monde est stable. Et donc ça nous force à rentrer dans le monde fluctuant, quoi. En fait, à prendre un peu d'avance sur le monde fluctuant qui vient. Alors, une autre façon de voir les choses, je vous dis la même chose, hein, mais de différentes façons. Un autre outil qu'on peut utiliser, c'est cette pyramide-là. Alors, cette pyramide-là, en fait, c'est ce qu'on voit dans le monde stable, abondant en ressources, hein. En fait, c'est la pyramide qu'on a dans la tête quand on veut monter un projet. Quand on monte un projet, la première chose qu'on se pose comme question, c'est est-ce qu'il est viable économiquement ? C'est la contrainte d'entrée, hein, l'économie. Donc on a une fondation économique. Si c'est viable économiquement, alors ça pourra créer du lien social. Et s'il y a du lien social, dans le temps qui me reste, je vais m'occuper de ce qu'on appelle de façon très périphérique l'environnement. Bon, bah ça, c'est une pyramide qui n'a aucun sens dans un monde instable. En fait, et même dans le monde stable, hein, en fait, elle n'a aucun sens parce que la base, c'est l'économie. L'économie, c'est une abstraction. Ce n'est pas une base physique. En fait, cette pyramide, elle a du sens parce que ce qu'il y a sous l'économie, c'est du pétrole pas cher, quoi. En fait, il faudrait rajouter une brique avec du pétrole pas cher. Et là, ça marche. Parce que l'économie, son rôle, c'est de gérer l'abondance de pétrole, pour le dire un peu rapidement. Bon, bah, ça, on arrive un peu au bout de ce système-là, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Donc du coup, dans le monde de la robustesse, on va plutôt passer à ça. En fait, on inverse. Dans un monde qui devient instable, en pénurie chronique de ressources, la première chose qu'un projet doit faire, c'est prendre soin des milieux naturels. C'est la fondation de toutes les civilisations, de toutes les sociétés. C'est imparable, ça. Donc on prend soin d'abord des milieux naturels. Si on prend soin des milieux naturels, alors ça créera du lien social. Et s'il y a du lien social, alors ça peut créer des modèles économiques. Et vous voyez que le modèle économique n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et là aussi, on a inversé. Et là, l'économie est à la bonne place. Ça doit être le produit de sortie. Enfin, juste pour vous donner un exemple, hein, un exemple très anecdotique, mais qui permet de s'en emparer. Si vous mettez une boîte à compost quelque part, voilà, dans une entreprise, dans une association, hein, alors c'est toute petite contribution aux soins au milieu naturel, mais bon, c'est quelque chose. Si vous mettez une boîte à compost, eh ben, les gens qui s'occupent de la boîte à compost, ils vont interagir, ils vont peut-être se passer des tuyaux, ils vont se former, ils vont nettoyer la boîte, etc. Bon, voilà, ça fait du lien social. Si ça se passe bien, peut-être qu'on va pouvoir faire une école de formation à faire des boîtes à compost. Peut-être qu'on va faire des outils de réparation de cette boîte à compost. Et ben ça y est, ça crée des modèles économiques. Voilà. C'est tout bête, hein, mais c'est juste pour vous montrer que ça marche, cette pyramide. On peut remonter comme ça des milieux naturels. En fait, on doit remonter des milieux naturels. C'est comme ça qu'on est terrestre. Hein. Enfin, sinon, là, on est extraterrestre, hein, très clairement. Ok, alors du coup, dernière chose, et en fait je vous l'ai déjà dit un peu d'une autre façon, mais en fait dans le monde de la performance et de la robustesse, c'est la posture du décideur qui change. Dans le monde de la performance, le décideur, c'est un meneur au service du pouvoir. Donc le pouvoir, hein, c'est du contrôle et de la prédation, hein, pour le dire rapidement. Hein. Alors il y a plus que ça, hein, mais c'est quand même beaucoup ça. Donc en fait, ça marche toujours pareil. Ça marche très bien dans un monde stable et abondant en ressources. Hein. Voilà, on peut se permettre de stériliser un endroit s'il y a plein de ressources ailleurs. Sauf que bon, voilà, dans un monde instable, c'est plus du tout ça qu'il faut faire. Dans un monde instable, le décideur, ça devient un facilitateur au service de la puissance. Donc la puissance, hein, c'est qu'en fait, ça veut dire que si le décideur n'est pas là, ça continue quand même. Ça se propage, ça se déploie. Ça, c'est puissant. Et la facilitation, en fait, c'est plutôt ce qu'on va demander aux décideurs, c'est de stimuler les initiatives locales, de les mettre en interaction, de les mettre en résonance, quoi. Ça, c'est de la facilitation, quoi. Et donc c'est toujours pareil, hein. Là je vous le présente de façon très binaire, c'est toujours pareil, dans un monde fluctuant, on fait surtout ça, on fait surtout de la puissance, et puis de temps en temps on fera du pouvoir, quoi, hein. De temps en temps il y a besoin d'accélérer, de catalyser, voilà, mais on ne va pas rester, on va pas s'enferrer dans le pouvoir, quoi. On va revenir à la puissance, quoi. Et donc c'est une nouvelle posture, quoi. Bon, peut-être juste pour terminer, mais il me semble que la robustesse, enfin ce chemin robuste là qui vient, c'est aussi une réponse à l'éco-anxiété. Parce qu'en fait, si on regarde le monde qui vient en se disant... En fait, moi, c'est ce que les jeunes que je croise, hein, parfois, ils me disent, bon, alors, nous, on nous dit que le 21e siècle sera pourri, hein, voilà, ça va tanguer très fort, et en plus, il faut faire des efforts.
bon ben, je démissionne, hein, je déserte, quoi. Hein. Bah, évidemment. Et j'ai envie de dire, bah oui, si on te raconte ça... Alors, en fait, on peut leur raconter une autre histoire, hein, quand même. Hein. C'est qu'en fait, oui, le monde va fluctuer, ça c'est scientifique, hein, ça va fluctuer, ça fluctue déjà. Mais par contre, on va en faire quelque chose de ces fluctuations. En fait, ce sera la première génération qui aura la légitimité et la puissance de transformer toute la société, quoi. Et ça va être synchrone, hein. C'est ça qui est incroyable, ça va se passer partout dans le monde à peu près en même temps. Donc c'est quand même un moment incroyable pour notre jeunesse finalement, parce qu'ils vont être les premiers habitants de ce nouveau monde robuste. Et pour moi, il n'y a pas le choix. Hein. Plus le monde va fluctuer et plus on va aller vers cette robustesse, quoi. Donc il y aura de la casse, il y en a déjà de la casse dans la transition, mais ce qui vient est quand même très joyeux après, quoi. Ok, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse échanger. Alors, il y a des bouquins, si vous voulez creuser l'affaire. Donc, il y a le petit tract chez Gallimard, donc c'est 60 pages, texte d'intervention. Je l'ai écrit vraiment pour être un peu percutant. Donc, il y a 0 référence, hein, c'est vraiment juste du texte pour changer les mentalités, on va dire. Si vous voulez creuser l'affaire un peu plus, c'est la 3e voie du vivant, avec là, il y a 300 pages, 500 références, donc c'est plus détaillé. L'incohérence, c'est plutôt sur la polarisation sociale. Le manifeste pour une santé commune, bah, c'est cette histoire de pyramide qu'on inverse. Là, c'est un peu une méthode pour déployer la robustesse dans des organisations. Il y a un MOOC, Construire la robustesse chez Sator, des conférences en ligne YouTube, un TEDx et beaucoup de ressources sur le site de l'Institut Michel Serres. Eh bien, je vous remercie. Et puis, on va pouvoir passer aux questions que vous avez. Merci.